Alors, ce matin, nous allons commencer la réunion et la conférence sur la discussion suivante. Qu'est-ce qu'un commissaire pour la police aux Nations Unies doit faire? Qu'est-ce qui est sa mission essentielle? Et on essaiera également de respecter un peu plus les temps de discussion parce que nous voulons entendre vos idées, vos suggestions pour comprendre comment on peut améliorer le concept du maintien de la paix par la police. La tâche de formation des commissaires de la police des Nations Unies est absolument essentielle. Dans le passé, on avait effectivement des cours spéciaux de développement et on a demandé également aux États membres de nous proposer des candidatures pour pouvoir préparer ces commissaires pour les déploiements. Il y avait aussi une idée de maintenir un genre de pool d'exécutifs de police qualifiés auquel l'on pourrait toujours avoir recours dès qu'il y aurait une vacance qui s'ouvrirait. Voilà, ce sont quelques idées. J'espère qu'on aura d'autres idées qui viendront de cette session. Donc, mes collègues, je vous les présente. Commissaire Wofi au Congo et commissaire Liga au Soudan. Donc, nous commencerons par ça. Ensuite, nous entendrons Stéphane Feller, que nous avons déjà rencontré hier. Et le dernier, mais pas le moindre, nous aurons une très bonne occasion d'entendre les opinions des États hôtes et de ce qu'ils attendent, eux, de la part des dirigeants, des chefs de police. Donc, nous aurons M. Wayne Liberia, le vice-ministre des Affaires étrangères, que nous avons déjà entendu hier prendre la parole, mais que nous n'avons pas entendu ici à la tribune. Voilà, je passe la parole tout de suite au commissaire Wofi. Thank you, Anne-Marie. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués collègues et participants à la conférence, je voudrais, avant de faire ma présentation, joindre ma voix à ceux qui m'ont précédé pour remercier les autorités allemandes pour l'initiative d'avoir organisé cette conférence et surtout pour leur hospitalité. Je voudrais aussi, en tant que chef de la police des Nations Unies en République démocratique du Congo, toujours remercier l'Allemagne pour le soutien qu'elle nous apporte dans le cadre de nos projets de stabilisation dans l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans le volet police dont je suis en charge. Alors, en ce qui concerne ma présentation, je trouve qu'il est particulièrement difficile de prendre la parole après avoir écouté des intervenants aussi prestigieux et aussi experts que l'USG Amerahak ou même l'ASG Titov et d'autres intervenants qui ont vraiment beaucoup dit sur ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Mais toute la nuit, j'ai réfléchi à me dire, est-ce que je fais ma présentation ou je la change parce que, au risque de me répéter et de paraître ennuyé. Mais j'ai décidé quand même de faire la présentation et je vais donc vous donner, je pense, la perspective, le field perspective, c'est-à-dire nous qui sommes sur le terrain, de vous donner notre vision et en ce qui concerne le leadership dans les composantes police. C'est un sujet extrêmement important et je voudrais donc saisir l'occasion pour partager mes vues. Ladies and gentlemen, good morning. I would like to begin by thanking the Conference Organizing Committee for this opportunity.
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite le bonjour et je voudrais donc parler des grands défis du leadership dans les opérations internationales de maintien de paix. Je suis convaincu que le sujet de ces défis dans les opérations de maintien de paix doit être évidemment doit avoir la priorité absolue dans les considérations de commissaire dans son travail au jour le jour, dans la façon dont on conduit de manière efficace les opérations dans le pays d'envoi. Pour des raisons de temps, je me suis concentré sur le problème du leadership. Et je voudrais commencer par parler d'abord de la République démocratique du Congo, du mandat que nous avons en tant que police des Nations Unies. Ensuite, je parlerai des défis et j'essaierai d'établir le lien entre ces défis et les composantes MONUSCO. Et puis, je terminerai par quelques mots sur les améliorations possibles, ce qui devrait changer pour améliorer la qualité du travail de police dans les opérations de maintien de paix. Ces composantes, c'est d'abord le grand défi que l'on rencontre et que l'on a rencontré donc à MONUSCO. Au début, c'était MONUC. MONUSCO comprend maintenant une nouvelle composante de police. Et comme dans la plupart des cas, la police des Nations Unies, au Congo, assure la sécurité de base à la sortie du conflit et travaille sur la création de capacités et la réforme de la police nationale. Au Congo, on met l'accent sur la partie est du pays et la police des Nations Unies a été fréquemment confrontée non seulement avec des troubles après le conflit, mais également avec des reprises de conflits, des apparitions brutales de nouvelles violences. Donc, cela demande une gestion particulièrement souple et adaptée à la nouvelle situation. Et je pense que c'est également le cas dans d'autres opérations de maintien de paix. Mais la police des Nations Unies n'est pas une composante isolée. Elle fait partie d'une grande opération de maintien de paix. Elle se trouve donc confrontée aussi, au moins au niveau stratégique, à des défis qui sont similaires que rencontrent les autres composantes de du maintien de la paix, qui sont donc la section des droits de l'homme, la section de l'état de droit, etc. Et nous sommes donc face à ces défis et il est nécessaire en même temps d'avoir très tôt en amont une stratégie de rétablissement de la paix pendant que nous établissons ce mandat de maintien de la paix. Quand nous préparons une mission de maintien de la paix, il faut avoir aussi une stratégie de rétablissement de la paix. Et je pense que c'est une telle approche qui est essentielle pour deux raisons. Premièrement, la plupart des crises qu'on veut résoudre par une opération de maintien de paix, en général, ont leurs racines, leurs causes dans des raisons et des causes institutionnelles dans le pays hôte. Et pour le rétablissement de la paix, il est nécessaire d'avoir une durabilité des programmes, une meilleure qualité des institutions et que c'est véritablement ça le levier qui peut permettre d'atteindre cette mission. Donc, les mesures structurelles sont absolument essentielles. En résumé, le mandat de maintien de la paix MONUSCO a 4 piliers. La protection des civils est la priorité du mandat MONUSCO, la formation de capacité, la réformation de la police du pays hôte et la contribution à la sécurité du personnel des Nations Unies qui font également partie de la composante
police de l'opération. Les défis pour le commandement sont des défis de leadership et sont nombreux. Mais il y a quelques priorités que l'on peut établir, car les suivants sont véritablement des points communs à toutes les missions. Dans les opérations de maintien de paix qui ont grossi, qui ont connu une énorme croissance en nombre et en portée également, et aussi en complexité de leurs tâches. Le résultat, c'est qu'on a besoin de gens très spécialisés, de policiers avec des aptitudes très spéciales, des experts dans leur domaine. Et c'est de plus en plus nécessaire pour le bénéfice d'une mission de paix, car nous devons évidemment nous concentrer sur les réformes, sur la formation de capacités. Les pays donateurs doivent, ou les pays qui envoient des policiers dans les missions, doivent envoyer des gens qui ont les expertises et les aptitudes appropriées, car autrement, le pays hôte n'aura pas véritablement le respect et la confiance dans les gens de la mission qui seraient nécessaires pour que cette mission soit un succès. Du point de vue du leadership, la spécificité des Nations Unies, c'est à la fois un avantage et un défi. La façon dont on contrôle et dont on assigne les tâches, mais ça peut être très différent d'un pays à l'autre et d'une mission à l'autre. C'est une difficulté pour tout commissaire. C'est quelque chose que doit garder véritablement à l'esprit les responsables pour éviter des situations de conflit entre nos propres policiers. Dans la plupart des missions, il y a des attentes des pays hôtes qui viennent se heurter aux limites de ce que peuvent fournir les Nations Unies, ce qui peut véritablement entraîner des frictions. Donc, il est impératif pour le commissaire de police de développer une stratégie de communication et de commencer un processus de consultation avec ses partenaires, et tout particulièrement avec les chefs de la police et du pays hôte. Il doit arriver à une vision commune sur ce que doit être cette réforme et cette formation de capacité qu'il partage avec la police du pays hôte si on veut véritablement que toute mission des Nations Unies arrive à son but. Pour un pays aussi grand que la République démocratique du Congo, avec une population de plus de 70 millions d'habitants, même si on concentre les ressources dans la partie est du pays, on s'aperçoit que les ressources ne sont pas suffisantes et il y a des régions où il n'est pas possible d'atteindre le niveau de présence et de professionnalisme que l'on souhaiterait obtenir pour ces services. Donc, il est nécessaire aussi d'avoir une représentation des femmes suffisante. C'est indispensable si nous voulons que le service de paix du pays développe une organisation qui reflète les besoins de la population et respecte les principes de démocratie dans l'environnement du pays, il est nécessaire d'avoir cette présence féminine. 16% de femmes mais si on inclut les FPU, cela tombe à 10%. Donc, nous recevons des CV que nous examinons de près pour essayer d'atteindre l'objectif de 20%, mais pour l'instant, cet objectif de 20% n'a pas pu être atteint. Et puis, un certain nombre de nos FPU ne parlent pas français. Les gens qui travaillent dans ces FPU ne parlent pas français, donc il est nécessaire d'établir cette communication, car sans une communication, il est très difficile de faire du bon travail au Congo. Et l'utilisation d'interprètes, évidemment, est une solution à ce problème, mais connaît certaines limites également.
Malgré tous ces défis, la stratégie de communication et l'établissement de réseaux entre l'équipe de gestion avec l'UNESCO nous a permis aussi d'obtenir de bons résultats parce que nous avons une très bonne collaboration avec les dirigeants de la police nationale. Donc, cela a été rendu possible grâce à une bonne communication et une bonne coopération. On a obtenu cela grâce au lobbying, au dialogue et par l'établissement de programmes de longue durée, programmes de long terme avec la police congolaise. La nécessité d'avoir un plan de long terme avec un comité responsable a permis d'établir un meilleur lien avec les donneurs, avec les pays d'envoi qui ont ainsi établi une meilleure capacité pour la police nationale. Donc, dans cette équipe de gestion à haut niveau, il est donc nécessaire que les informations circulent très librement et que cela permette d'avoir une meilleure formation de capacité, une meilleure esprit dans l'équipe et une meilleure capacité de rendre des comptes également. Dans un bon environnement, les policiers peuvent voir leur place et leur mandat très clairement au sein de la mission de paix de Nations Unies et ceux qui ont une mission sont mieux compris maintenant. Leur mission est mieux comprise par la population locale grâce à cette transparence et à cette meilleure communication. Alors, qu'est-ce que fait le MONUSCO au Congo? La communication entre les différentes composantes et entre la population et les autorités nationales sont notre responsabilité principale. En coopération avec les conseillers de police au quartier général, nous avons réussi ces dernières années à augmenter le nombre de pays donateurs qui envoient des gens en mission. Donc, nous avons maintenant le Canada, la Suisse nous a également annoncé qu'elle va aller envoyer des policiers à la mission MONUSCO. Et bien sûr que nous n'avons pas atteint les 20% visés pour le nombre de femmes, eh bien, nous avons réussi à placer des femmes à des rôles clés et des positions de responsabilité dans tout le mécanisme. Cependant, je crois que l'on peut faire mieux. Il est impératif que les commandants du contingent et les responsables de la mission continuent à faire une participation proactive pour augmenter le bassin ou le creuset de candidats qui serait approprié pour ces missions et surtout l'élément féminin dans ce pool de candidats possibles. Il faut donc demander à ces pays d'augmenter leurs contributions et demander à plus de pays de participer à cet effort MONUSCO. Il y a aussi un grand besoin d'augmenter le nombre de postes professionnels, de techniciens, surtout dans les missions, dans certaines phases des missions. Et il serait nécessaire d'établir ce que j'appellerais une mémoire de la police des Nations Unies, c'est-à-dire permettant d'utiliser des leçons apprises au fil du temps quand la rotation, justement, parfois est de moins de 2 ans. Donc, pour les hauts responsables qui s'occupent des programmes de longue durée, comme les programmes de réforme et de formation de capacité, cela peut devenir très frustrant pour les dirigeants du pays hôte qui doivent à chaque fois, à chaque nouvelle arrivée d'un responsable, recommencer à établir des liens et à s'entendre avec cette personne. Donc, nous avons tous ces problèmes. Et si nous ne résolvons pas ces problèmes,
la création de postes de spécialistes sera plus difficile. Il serait donc peut-être nécessaire plutôt de s'inspirer de ce qu'on fait aussi pour les postes de professionnels et d'experts pour avoir un système de rotation qui soit mieux adapté à ce dont nous avons besoin au Congo. Il est nécessaire d'avoir une plus grande présence sur tout le territoire, mais la réduction des effectifs devrait toujours être des effectifs d'un côté doit être accompagné par une augmentation d'autres responsables. Donc, par exemple, quand on a moins de militaires, il faut renforcer la présence de la police qui doit reprendre certaines responsabilités, certaines activités. Donc, j'espère que la discussion sera véritablement fructueuse parce que nous avons besoin de bonnes idées et j'espère que les participants à cette conférence vont nous en donner. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers hôtes, chers délégués. Je m'appelle Fred Yiga. Je suis commissaire de la police des Nations Unies au Soudan du Sud. Si je passe ma présentation, c'est pour dire que lorsqu'on est commissaire de police dans une situation d'établissement de la paix, vous avez l'impression de faire face à un défi dont on ne comprend pas toujours les tenants et les aboutissants. Et on ne sait jamais vraiment donc, exactement que faire sur ce terrain où on attend de vous que vous remplissiez cette mission. Et on le fait dans des environnements sociaux, politiques, économiques, militaires, très difficiles. Et avant d'être là-bas, sur le terrain même, vous ne pouvez pas vous-même exactement comprendre en quoi consiste la mission qui vous est donnée. Bon, cela dit, on se retrouve dans une situation où vous avez un mandat très solide de la part des Nations Unies pour faire votre travail et il y a donc une demande très forte de la part des États membres qui souhaitent vous permettre de faire votre travail. Et en même temps, donc, vous avez également une demande, une exigence qui est formulée vis-à-vis de vous pour voir comment vous allez faire pour organiser le commandement, comment vous allez faire pour faire appel aux différentes ressources nationales que vous avez en face de vous. Donc, c'est une position qui exige un certain caractère, une personnalité qui vous permette d'être capable de comprendre et d'être capable de gérer des affaires à l'international pour pouvoir mettre en place ensuite, élaborer ce programme de maintien de la paix dans le pays où vous vous trouvez. Dans mon propre cas, en l'occurrence, je fais face à une situation très dure, à un contexte historique difficile, à une situation militaire également donc très particulière au sud du Soudan. En fait, c'est une situation très particulière et là, donc, le commissaire doit
prendre le commandement des forces de police et doit veiller à ce que le pays, c'est-à-dire le sud du Soudan, se reconstruise, retombe sur ses pieds, pour ainsi dire, et puisse ensuite faire partie donc de la communauté internationale. Donc il y a toujours cette dimension historique qui joue un rôle prédominant donc au Sud-Soudan. Et en tant que commissaire, il faut faire face à cette situation toujours en conformité avec les principes de maintien de la paix qui ont été définis par les Nations Unies. Donc, si l'on se retrouve dans ce type de contexte, eh bien, cela signifie automatiquement qu'on a d'abord un état de droit très faible, d'ailleurs pratiquement inexistant. En tant que commissaire des forces de police, il faut faire vraiment des efforts considérables pour qu'il y ait un processus d'établissement de l'état de droit dès le départ. À l'heure actuelle, nous avons par exemple des armes illégales. Vous avez tout l'héritage, l'hypothèque de la guerre dans ce pays. Et il faut que le commissaire des forces de police doit en tenir compte donc, dans ses activités. Deuxièmement, en tant que représentant des forces de police au sud du Soudan, vous devez faire face donc aux réalités sur le terrain avec un personnel qui n'est pas formé et où l'on a vraiment donc une situation très difficile. Il n'y a pas donc de forces formées. Vous avez des gens qui sont malades. Il y a eu déjà toujours des lacunes en ce qui concerne l'état de droit et par conséquent la police n'était pas en mesure de recruter, de former donc les policiers. Et d'ailleurs vous avez donc également maintenant les officiers de police qui sont à l'âge de la retraite avant même de pouvoir qu'on puisse assurer la relève. Donc il n'y a pas de normes professionnelles pour faciliter la prévention et la détection du crime. Il n'y a pas de cadre juridique qui vous permette donc de guider les personnels. Il y a l'alphabétisme, un taux d'alphabétisme d'inalphabète très élevé et donc des problèmes d'équipement. C'est-à-dire nous parlons même des fondements donc devant lesquels on se trouve confronté dans cette région. Par exemple, la police, lorsque la police arrive pour remplir sa mission, voilà, il y a des voyages à faire et lorsqu'on doit, comment faire pour parler aux communautés sur le terrain. Voilà, c'est ce que l'on rencontre ici au quotidien. Et vous voyez tout de suite naturellement les défis, les facteurs naturels. Mais pour pouvoir mettre la situation sur pied, vous avez besoin d'argent, par exemple, pour garantir l'acceptabilité. Mais il faut se battre et on ne peut pas rester d'un côté puisqu'il y a une rivière entre les deux. Non, il faut trouver des moyens, par exemple, pour pouvoir vraiment remplir votre mission de maintien de la paix. Voilà, donc, quels sont les défis qui se posent en tant que force de police internationale? Mes collègues, je ne sais pas s'ils peuvent lire mes notes, mais bon, en tout cas, il faut veiller à ce qu'il y ait suffisamment de capacités et de compétences parmi les forces de police des Nations Unies. Et pour y parvenir, il y a qu'une seule possibilité, c'est d'avoir une coopération étroite avec la division police à New York. Il faut ensuite travailler avec les pays qui apportent des forces de police de manière à développer toutes les compétences, les capacités dont nous avons besoin pour pouvoir agir. Donc ça, c'est le défi donc essentiel au sud du Soudan. Et c'est quelque chose à caractère unique, comme je l'ai dit,
car au Sud-Soudan, on se trouvait dans une situation post-conflictuelle. Il y a après donc des années d'hostilité. Nous avons donc un pays qui est devenu autonome, mais il manquait toute l'infrastructure. Et depuis le maintien de la paix jusqu'à tous les problèmes donc socio-économiques, politiques, et il fallait démarrer à zéro. Et en plus, les polices de maintien de la paix ne sont pas armées. Et la question est de savoir donc comment assurer le maintien de la paix dans un environnement où vous vous trouvez dans un environnement militaire. Comment faire pour se faire reconnaître? Et les gouvernements eux-mêmes n'ont d'ailleurs pas non plus les ressources humaines pour pouvoir guider donc ces missions de maintien de la paix. Alors, il faut vraiment miser sur la confiance, effectivement. C'est là notre point fort, en fait. Nous avons vraiment besoin de l'assistance de tous pour créer cette confiance dans la nation d'accueil, là où nous assurons le maintien de la paix. Et sans cette confiance, on ne peut pas surmonter tous les obstacles qui se trouvent devant vous. Donc, nous devons interpréter de la manière adéquate le mandat formulé par les Nations Unies. Et il faut veiller à ce que le mandat colle bien sur la réalité, sur le terrain. Beaucoup de porte-paroles l'ont dit ici. Il faut surtout mettre l'accent, par exemple, sur la formation. Également, les armes. Qu'en est-il des armes? Comment est-ce que l'on fait? En tant que fonctionnaire de police, à quoi ça sert donc d'avoir des armes sans avoir la formation correspondante? Donc, il faut également effectuer donc toute cette formation dans un environnement où il n'y a pas le contrôle encore des armes illégales. Alors, là où il n'y a pas de contrôle, mais nous devons, comme UNPOL, nous devons veiller à ce que donc on donne la bonne ligne directrice et ce qu'il y ait une bonne interprétation du mandat. Encore une fois, on voit donc les gens en uniforme, ils sont comme si c'était des soldats, mais en fait ce sont des forces de police. Et il faut veiller à avoir donc ces officiers de police, donc, mais qui portent ces uniformes, comme vous le voyez. En fait, nous avons démarré ce combat au Soudan du Sud et en fait, on a vu qu'on avait affaire à des combattants des forces de libération qui avaient donc pendant une cinquantaine d'années déjà combattu et qui sont passés ensuite, qui ont pris l'uniforme de police, qui se sont retrouvés avec cet uniforme de la police. Donc, notre mandat, c'est de veiller à ce qu'on réalise bien cela et qu'on sache comment est-ce que l'on va transformer donc ces formes, comment les faire passer du secteur militaire au secteur police civile. Et il y a une absence totale de système d'état de droit et donc il y a des mécanismes de réconciliation qui ne sont pas adéquats, il y a encore des conflits tacites. Donc, c'est très difficile face à cela d'avoir ces forces de police. Et vous avez donc les armes à feu donc illégales. Et d'un autre côté, vous avez également affaire à des groupes militaires encore au Sud-Soudan. Vous avez donc des groupes militaires armés qui mènent leurs propres activités à l'échelon local ou dans certaines parties du pays. Comment faire? Comment traiter ce problème? Comment veiller à ce que malgré cela, on arrive donc à s'adresser aux populations là-bas et comment mettre en place des forces de police stables. Ça, il faut s'informer là-dessus. Il faut d'abord avoir lu tout cela et il faut également regarder par exemple les questions de vol de bétail. C'est une affaire assez sanglante aussi. Ça peut déboucher donc sur des problèmes
très grave. Pour ce qui concerne donc il faut bien voir que les gens qui font cela, où il y a ces vols, ces rapts de bétail, eh bien, ce sont des gens qui sont armés. Alors, comment on fait? Comment on fait face à eux? Est-ce qu'on s'en va? Ou bien, comment on fait? Comment on fait pour veiller à ce que les civils soient protégés? Comment faire face, donc, à ce type de problème? Alors, nous avons besoin, donc, de bien guider les policiers UNPOL sur le terrain, pour qu'ils comprennent bien, donc, quelle est la mission à effectuer. Si on reste un petit peu dans le vague en ce qui concerne le mandat, eh bien, ils ne peuvent pas faire le travail. Il faut également veiller à avoir une stabilisation pour aller en direction d'une reconstruction et ensuite. Notre mission, c'est d'abord se limiter un petit peu à un rôle secondaire. Il y a encore des conflits qui peuvent survenir et donc il s'agit d'abord de faire face à ces conflits et à stabiliser la situation. C'est un grand défi car il y a toujours une vulnérabilité et une insécurité de la part des forces de maintien de la paix. Ils ne sont pas eux-mêmes partis au conflit, ils ne sont pas armés, donc il faut quand même veiller à ce qu'ils soient protégés pour effectuer cette mission de maintien de la paix. Il y a donc au niveau des partenariats également des défis qui se posent. Et il y a pas mal de partenaires, en fait, ici, dans ce domaine. Je disais, donc, c'est une situation post-conflictuelle qui vient de survenir. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de partenaires qui interviennent avec nous pour être bien sûr que l'on puisse établir la paix. Et je parle donc des partenaires qui nous donnent un soutien à l'échelon international, par exemple le PNUD, qui est le plus important partenaire sur le terrain et dans ce domaine. C'est très, très important. Et en tant que commissaire des forces de police, nous devons mettre en place des programmes qui permettent de conjuguer toutes nos activités, qu'il n'y ait pas trop de redoublement et pour travailler de manière aussi concrète que possible. Pour avoir donc une bonne coordination. Et sans cette coordination, eh bien, on aura toujours des efforts qui vont se redoubler, ce ne sera pas suffisamment efficace. Donc, je le dis, il y a donc ces possibilités de partenariat et on essaie de faire de notre mieux, donc au jour le jour, pour être le plus efficace possible. Par ailleurs, donc, il y a d'autres types de challenges, de défis à l'échelon politique, social, économique. Il y a donc des conflits qui apparaissent et tous les types de conflits. Je disais les vols de bétail, toute la question de l'infrastructure, la question donc du pétrole. Et au milieu de tout ça, vous avez donc les formes de police des Nations Unies. Pour ce qui concerne donc les effectifs, il faut veiller à avoir donc suffisamment d'effectifs de la police et c'est quelque chose où la MINUS justement donc dont la MINUS a beaucoup parlé et soulève le problème. Il faut essayer donc d'avoir la possibilité de la part des pays contributeurs de fournir les forces de police qui aient vraiment donc les compétences voulues et veiller donc à ce que ces policiers donc puissent se déployer pour effectuer les réformes nécessaires. Donc, voir ce personnel qui avec toutes les compétences nécessaires pour pouvoir mettre en place donc les institutions correspondantes. Il faut veiller également diversité d'approche en ce qui concerne le personnel venant de différents pays. Ce n'est pas la peine d'y revenir, nous en avons parlé, nous venons de différents contextes, mais qu'est-ce qui nous unit tous? Eh bien, nous avons tous une formation de policiers et certains doivent d'abord avoir une formation donc, dans leur propre pays pour devenir officier. Donc, et ça, c'est un point très important.
indépendamment des différents pays dont nous venons. Ensuite, il faut être en mesure de standardiser un petit peu la réforme et d'avoir une approche commune avec des connaissances communes, des pratiques communes en ce qui concerne le maintien de la paix à l'échelon international. La question de la représentation féminine, nous en avons parlé. Je suis sûre que nous en avons déjà beaucoup parlé. Donc, en ce qui concerne ces conflits, c'est très important donc d'avoir des policières femmes et il faut comprendre pourquoi leur participation est importante, pourquoi on doit avoir cette participation, quel est leur rôle en tant que femmes, qu'est-ce qui empêche les femmes donc de venir rejoindre les services de police? Quels sont les obstacles culturels, par exemple, qui les empêchent donc d'avoir les mêmes rémunérations que leurs collègues policiers hommes lorsqu'elles font ce travail? Il faut voir donc quels sont les obstacles, mais nous devons réaliser qu'il est très important d'avoir des femmes et il y a vraiment des possibilités donc de faire accepter la police dans ces populations lorsqu'il y a des femmes dans la police. Celles-ci, lorsque vous présentez donc un groupe de femmes policiers dans certaines situations, eh bien, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. C'est très différent. Si ce sont seulement donc des officiers hommes, des policiers hommes, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a un aspect un petit peu magique de mettre sur le devant des officiers femmes, des policiers femmes dans ces activités donc des forces de police. Il faut bien comprendre donc en quoi consistent les programmes de réforme de la police. UNPOL et donc les pays doivent comprendre donc quels sont les éléments essentiels de cette réforme de la police et il faut bien voir que le moteur dans tout cela c'est d'abord le fait d'accepter qu'il y a des problèmes qui doivent être résolus et que chacun donc doit jouer son rôle à sa place, y compris dans les services de police locale. Il faut comprendre les mécanismes pour savoir où sont les problèmes. Sinon, si on ne comprend pas, si on ne perçoit pas les problèmes, eh bien, on ne peut pas mettre en place les programmes de réforme. Ensuite, les défis, naturellement, c'est la reconstruction large. Surtout en ce qui concerne donc les capacités, la main-d'œuvre sur place, les ressources, etc. Et en fait, c'est surtout savoir gérer les attentes. Ça, c'est très difficile. C'est le défi essentiel. C'est très important pour nous de voir que le pays d'accueil comprenne en quoi consiste donc ce train de mesures des Nations Unies et quelles en sont les limites. Car souvent le public en attend trop de la part des Nations Unies. Et c'est à nous de veiller à ce que ces attentes restent quand même limitées. Et à ce moment-là, donc, sinon, si on en attend trop, eh bien, dans les pays, on reste un petit peu spectateur dans la situation, au lieu de s'approprier ensuite donc, les efforts de réforme. Donc, il est très important que les États d'accueil, au contraire, donc comprennent les activités, les acceptent et participent eux-mêmes vraiment activement aux réformes. Nous avons également naturellement différents défis dans les opérations de police. Bon, le manque de sécurité, c'est certain. Et immédiatement après le conflit, en 2005, il y a eu de ces problèmes. Et donc, au départ, ce sont les militaires qui ont fonctionné comme des policiers en faisant des arrestations, des mises à l'arrêt, etc. Et il faut vraiment transformer cela maintenant. Pour UNPOL, c'est vraiment là un défi d'arriver à changer cette situation. Il faut être très déterminé. Il faut faire passer le message.
les réformes et la formation des forces de police. C'est très important. On voit par exemple un interprète. Le rôle de l'interprète ici, c'est très important. Si vous avez donc un cours donné, donc si c'est un cours de 25 minutes, évidemment avec la traduction consécutive, ça va durer plus longtemps. Mais c'est très très important de faire passer le message et c'est lui qui donne donc qui apporte une contribution très très importante. Et puis, bien sûr, ce sont des efforts donc auprès de la communauté que l'on doit poursuivre. Et bien sûr, il reste encore beaucoup de réformes ensuite à effectuer. Il y aura ensuite toutes les autres réformes à effectuer du point de vue judiciaire, du point de vue de la pénale, aussi bien dans le pays qu'à New York. C'est très très important de poursuivre ensuite. Je vous remercie. Good morning. Bonjour. Il nous reste une demi-heure maintenant et je veux donner assez de temps au vice-ministre pour faire la présentation vraiment la plus importante à mon sens. Donc moi, je vais véritablement m'en tenir à 15 minutes, sans PowerPoint et sans autre introduction. Donc je parlerai donc de l'expérience que j'ai faite surtout. Donc je commencerai par me présenter. J'ai passé 4 ans au Kosovo comme vice-commissaire et commissaire de la police des Nations Unies au Kosovo entre 2000 et 2004. Et j'ai passé 4 ans en Bosnie-Herzégovine comme chef de la mission et comme commissaire de police de la mission de police de l'Union européenne entre 2008 et 2012. Dans toutes ces missions, mon travail était aussi de la formation de capacité pour la capacité et également concernant la lutte contre le crime organisé et les éléments pénaux. Dès le départ, je soulignerai que nous avons beaucoup d'histoires de réussite qui montreraient comment le travail véritablement expérimenté peut permettre de faciliter la lutte contre ce crime organisé. Donc, pour ce type de travail dans nos propres pays, nous ne pourrions jamais justement raconter ces histoires de réussite pour des raisons de confidentialité, de secret nécessaire pour protéger les personnes concernées et parce que nous respectons toujours la règle de secret et de confidentialité du pays hôte. Donc, sans ce respect, il n'est pas possible de faire venir des experts extérieurs dans un travail de police. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas tout dire et communiquer, malheureusement. Alors, mais l'expérience pour la planification et la gestion de missions est basée sur 16 missions en Europe de l'Est, dans les Balkans, en Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, tout cela entre 2004 et 2008. Le grand défi du leadership dans le maintien de la paix par la police internationale est un domaine extrêmement complexe, donc j'ai choisi 3 aspects sur lesquels je voudrais insister et je vais à chaque fois les étayer par des exemples de missions où j'ai été participé, où j'ai été même le chef. Et je tirerai des enseignements véritablement les plus importants qui seront donc un petit peu aussi pour soutenir les messages du commissaire Wafi et du commissaire Yiga. Je me base dans mes arguments sur ce que nous, ici dans la salle, nous pouvons influencer, où nous pouvons changer quelque chose. Donc je ne parlerai pas des autres choses où nous ne pouvons pas le faire. Je ne parlerai pas, par exemple, de l'importance d'avoir un cadre politique cohérent et que cela a justement un impact important sur la crédibilité de toute mission de maintien de paix par la police. À la fin de ma présentation, je vais énoncer 9 exigences, 9 points essentiels pour la réussite d'une mission de police. Donc, mon premier point, il s'agit de l'environnement politique. Les composantes de police ou des missions travaillent dans un contexte politique. Elles sont donc affectées par
contexte politique et elles ont aussi une influence sur le contexte politique. Ça va dans les deux sens. Les commissaires de police doivent être donc des policiers ou des femmes policières avec beaucoup d'expérience en matière de police, mais aussi capables de travailler dans un environnement politique local et international. Et le mot principal, c'est l'aide aux pays qui sont soit en pleine crise ou qui ont traversé des conflits civils. Nous le faisons en apportant une contribution au maintien de paix et en aidant la construction d'un système. Et je ne peux assez insister sur l'importance de l'appropriation. Voilà pourquoi il est nécessaire de conseiller, de suivre et d'aider de manière aussi complète que possible les autorités des autorités locales. C'est véritablement au cœur même de toutes mes priorités. Si nous ne sommes pas capables d'identifier le leadership de police qui soit capable de dépasser le simple niveau technique du travail policier et qui n'est pas capable de communiquer avec tous les acteurs, comme l'a dit M. Wafim, comme l'a dit M. Yiga, cela se retourne contre le travail. Et je me rappelle que l'on avait, dans certains cas, envisagé de donner la direction et la gestion à des gens venus de l'extérieur de la police. Ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi ma première recommandation, c'est que la police doit être capable de donner des conseils dans le domaine du dialogue politique et doit être capable également de comprendre ce dialogue aussi bien au niveau national qu'au niveau international, ce dialogue politique. Donc, il faut faciliter autant que possible l'appropriation locale, le partenariat. Le deuxième grand thème qui sert de base à mes recommandations, c'est que on ne parle pas de travail de la police toute seule et uniquement, mais qu'on parle toujours, il y a toujours un élément de police dans les réflexions. Au Kosovo, à partir de 2002, la police MINUC, la mission MINUC de police, faisait partie du pilier État de droit de la mission des Nations Unies. Auparavant, il y avait eu 3 années où nos organisations étaient différentes. La résolution de 1244 du Conseil de sécurité avait insisté sur le rôle de la police et a ensuite donc permis le déploiement de policiers au niveau international. Et on a réalisé qu'il y avait un manque de ressources et dès les premières phases de MINUC en 1999 et au début de 2000, on a commencé à élargir cette base. Cette base aurait dû être plus large d'ailleurs dès le départ. Les discussions ont été difficiles, mais elles ont finalement abouti. Donc à partir de 2002, nous avons eu la police MINUC, le département de droit et de justice MINUC et un système de gestion pénale MINUC. Et nous avons travaillé étroitement aussi avec l'OTAN, avec la CAFOR. Nous avons peu à peu établi la primauté du travail de police sur le travail militaire. Mais au départ, c'était les militaires qui devaient faire les tâches de police. C'était eux qui étaient responsables pour l'établissement d'un environnement sûr dans une période extrêmement trouble. Mais il faut aussi savoir que la police internationale est arrivée assez tard. Elle est arrivée aussi pas en bloc, mais graduellement. Et la situation ne permettait pas un déploiement immédiat de la police, en tout cas pas sans protection par les militaires. C'était donc une collaboration extra étroite entre la police et les militaires qui était nécessaire, la police prenant petit à petit le pas sur la base toujours d'accords de stratégie communs. Donc c'est une grande charge, ou une tâche énorme que de garantir un environnement sûr. Donc il va y avoir un désengagement progressif des militaires et un engagement progressif de la police. Ça semble comme cela une tâche très harmonieuse et linéaire, mais ça ne se passe jamais de manière linéaire et harmonieuse. Il y a énormément de heurts sur toute cette voie. Donc cela demande beaucoup de coopération, de communication et de coordination entre les responsables de la sécurité et du droit. En Bosnie-Herzégovine, la mission de police de l'Union européenne a suivi la task force de police des Nations Unies, la task force internationale. Et ensuite,
la mission de l'Union européenne est devenue une mission de pure composition de police. Sur les 10 ans d'existence de cette mission de l'Union européenne, on a continué à accorder beaucoup d'importance à l'élément policier, à la composante policière. Le pourcentage de policiers était le plus élevé et le commissaire était toujours un officier de police. Mais petit à petit, il y a eu d'autres experts qui sont arrivés. Il y a eu beaucoup plus de juristes, de juges, de spécialistes des réformes, de spécialistes du parquet ou de la gestion pénale et beaucoup de conseillers politiques. Et on a travaillé aussi en Bosnie très étroitement avec les militaires, avec le FOR, et la mission de l'Union européenne était surtout une mission policière pour lutter contre le crime organisé et les crimes graves. Je pourrais donner beaucoup d'autres exemples, mais je vais ne pas le faire justement pour respecter le temps. En tout cas, dans certains cas où il n'y avait pas suffisamment de cohésion entre les chefs et les gens, les hauts responsables de tous les bords, l'impact sur la mission était négatif. C'est vrai pour la coopération entre civils et militaires, mais c'est également vrai pour la coopération entre la police et tous les autres éléments de spécialistes de la communauté internationale. Alors, sur quoi pouvons-nous exercer une influence? La gestion policière dans les missions doit toujours être basée sur une stratégie, mais doit toujours comporter aussi un élément d'opérationnalisation, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que la stratégie sans élément d'opérationnel, c'est aussi mauvais qu'une action opérationnelle sans stratégie. La gestion policière ou la direction policière, le leadership policier doit être basé sur une très forte collaboration. Elle doit être capable de communiquer à tous les niveaux et le succès de toute mission dépend d'une bonne communication sans aucune barrière artificielle. Trop souvent, les communications qui vont donc du haut vers le bas à travers la chaîne hiérarchique, finissent par se perdre quelque part et par disparaître. C'est quelque chose de très grave. Il faut lutter contre cet effet de disparition de l'information et il faut utiliser toutes les techniques possibles pour maintenir la meilleure communication possible. Quatrièmement, la direction de police doit être capable d'intégrer des spécialistes d'horizons les plus divers, comme je le disais tout à l'heure, des juristes et des conseillers politiques et d'autres techniciens. Cinquièmement, il est nécessaire de travailler avec les autres composants de la mission et avec la communauté internationale dans le sens le plus large, dans les conditions les plus difficiles. Ils doivent être capables de développer une vision et de contribuer à cette vision qui permettra d'inclure tous les acteurs, tous les prenant part, y compris les homologues internationaux et nationaux. Je ne saurais insister suffisamment sur l'importance du développement d'une vision conjointe et commune entre tous ceux qui ont un rôle à jouer et l'État hôte. Donc, ce genre d'officier de police ou de policier semble être un oiseau rare et en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui se présentent pour des missions internationales. Alors, que faire? Pour cela, il faut toujours avoir recours à des gens qui ont une grande expérience. Le problème, c'est que quand ces gens reviennent dans leur pays respectifs, ils doivent continuer leur carrière et là, ils sont un petit peu laissés tout seuls. Je connais l'expérience évidemment seulement en Allemagne. Il faut se débrouiller et il faut aussi compter un peu sur sa chance. Mais il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas faire du travail de maintien de paix ambitieux si on ne donne pas cette tâche à des gens capables et capables également de leadership et d'excellente formation. S'il y a trop d'écart entre les attentes et la réalité, il y a automatiquement la frustration et la déception qui s'installent et cela est tout à fait négatif. Deuxième grand thème, il est nécessaire, et c'est également possible et c'est nécessaire, d'intégrer la contribution stratégique de la composante policière dans une mission de maintien de la paix, dans une
entreprise de très longue haleine et avec une très large base et sur une très longue durée. Et je voudrais citer le rapport de développement de la Banque mondiale de 2011. Rétablir la confiance et transformer la sécurité, la justice et les institutions économiques, c'est possible dans le laps de temps d'une génération, même dans les pays où de graves conflits ont eu lieu. Et j'insiste maintenant sur ce mot génération, une génération. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre contexte? Ça veut dire que l'effort de police dans une opération de maintien de paix doit bien être basée sur la compréhension que la tâche va être beaucoup plus large et beaucoup plus longue que son propre mandat et même sa propre durée de vie. Donc, le résultat, c'est qu'il y a différents aspects, un aspect horizontal et un aspect vertical. L'aspect horizontal, j'en ai déjà parlé, c'est la coopération ou la bonne cohésion entre les différents acteurs sur le théâtre d'opération. Mais la verticale, c'est véritablement un élément temporel. Les activités internationales de support se suivent parfois les unes aux autres ou se succèdent. Il y a donc besoin d'une continuité dans le temps, sur une base stratégique multiannuelle, et parfois cela peut durer plus d'une décennie. Et on commence en général par la mission de maintien de la paix des Nations Unies, mais c'est seulement le démarrage. Cela est suivi par d'autres engagements de la communauté internationale. Au Kosovo, la résolution de 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies nous a donné comme mandat d'établir une police au Kosovo à partir de zéro. Il n'y avait pas de police puisque l'ancienne police avait dû être renvoyé et a donc laissé un vide. Il n'y avait absolument aucun plan, on ne savait pas comment procéder, il fallait que nous nous débrouillions tout seuls. Qu'avons-nous fait? Nous avons commencé d'abord par le recrutement. Nous avons créé des programmes de formation pendant toute l'année 99. En 2000, nous avons défini une stratégie de mise en œuvre pour l'année suivante, mais nous n'avions pas suffisamment de recul. Il fallait donc faire ensuite une évaluation. Et c'est ce que nous avons fait en 2000 et 2001. Nous avons évalué et nous avons préparé une stratégie multiannuelle définitive qui décrivait exactement notre objectif, c'est-à-dire d'avoir un service de police au Kosovo qui pourrait être sur pied et capable d'agir à partir de 2006. C'était une stratégie suffisamment robuste et suffisamment souple pour résister même aux grandes difficultés que l'on a connues en 2004. Nous avons simplement réévalué et remanier notre plan, mais nous avons quand même réussi à tenir notre objectif, c'est-à-dire d'avoir une police indépendante à la fin de l'année 2007. Donc c'est possible, c'est faisable. Et je dirais qu'à un certain moment, on m'a demandé est-ce qu'on ne peut pas faire ça encore plus vite? Alors j'ai répondu d'accord, si vous voulez que je fasse ça plus vite, je vais essayer, mais à ce moment-là, ça va exploser ou ça va imploser. Ce n'est pas possible de faire avec des policiers qui doivent subir une certaine formation et suivre une certaine hiérarchie dans un laps de temps trop court. Donc ça, c'était maintenant le Kosovo. Maintenant, en Bosnie-Herzégovine, il y a eu une mission sur 10 ans avec 3 phases, mais je ne peux pas vous en parler longuement. Je me contenterai de dire que pendant ces 3 phases, nous avons eu des phases d'abord techniques pour établir la mission et ensuite pour assister les autorités locales à augmenter leur capacité de lutter contre le crime organisé et le crime grave, mais il y avait aussi une phase intermédiaire où on nous a demandé de participer à la réforme policière, la réforme du système policier. La communauté internationale avait établi un plan comme suit. À la fin de cette réforme policière, le but visé devait faire l'objet d'un rapport public qui serait dans le système de rapport de l'Union européenne pour respecter l'accord de paix de Dayton qui avait été passé. Donc c'était une mission que l'on a donnée à qui on a donné un mandat qui n'était plus un mandat technique, mais qui était vraiment un mandat politique.
dans un cadre où les problèmes politiques n'avaient pas encore été résolus. C'était impossible qu'une mission technique comme la mission de police des Nations Unies, de l'Union européenne ne pouvait pas résoudre. Qu'est-ce qui nous a sauvés finalement? Eh bien, parce que nous avons été capables de faire la séparation entre deux choses. Être en dialogue avec les politiques, c'est une chose, mais nous n'avons jamais fait de la politique nous-mêmes. Et c'est ça qui nous a permis de résoudre notre problème, de faire un plan multi-annuel et de terminer même notre mission et de faire également la transition dans une nouvelle phase qui n'était plus de la maintien de la paix, qui n'était plus de la gestion pure et simple, mais qui était véritablement de l'assistance à la formation d'un système. Donc, nous avons véritablement une expérience de 17 ans. Vous avez 10 ans de maintien de la paix. Vous avez 3 ans. Enfin, tout ceci s'est passé en plusieurs phases de différentes années. Et tout ceci m'amène à ma 6e recommandation, parce qu'il ne me reste plus que 2 minutes. C'est que les chefs de la police doivent rester suffisamment de temps, plus longtemps que jusqu'à présent. Ils doivent rester au moins 2 ans et à mon sens, l'idéal, ce serait peut-être une présence de 3 ans. 7e recommandation, les hauts responsables de la police doivent être capables de baser leurs recommandations sur une vision, de traduire cette vision en une stratégie multiannuelle, de gérer l'élément opérationnel chaque année et d'être préparés à devoir rendre des comptes. Aussi bien rendre des comptes dans la chaîne de commandement internationale, mais également dans le cadre de leur grand engagement à la paix aux pays hôtes. Et il y a une 8e recommandation. Les responsables de police doivent être capables de communiquer à l'intérieur de leurs propres composantes, mais également avec les autres composantes, et doivent être l'interface entre le travail technique de police et le travail politique. Ils doivent être capables de mener cette communication dans tous les sens, tous azimuts. Et 9, c'est ma dernière recommandation, ils doivent avoir la capacité de faire la différence entre le conseil dans le dialogue politique et l'activité politique elle-même. S'ils rentraient véritablement eux-mêmes dans les camps politiques, s'ils prenaient parti en quelque sorte, ce serait tout à fait catastrophique pour le résultat de leur mission. Merci de votre attention. Good morning. I started my morning. Bonjour. Je commence donc par un double voyage, puisque près donc d'ici, tout près d'ici, donc. It occurred to me that I was not on Capitol Hill. Alors, je me suis rendu compte, finalement, en venant ici, en venant au ministère des Affaires étrangères, ce matin, je me suis dit, je suis vraiment donc ici, dans le cercle des dieux, pour ainsi dire, et pas sur la colonne, pas sur l'Olympe, quasiment. En tout cas, nous devons voir que les responsables donc de la police, comme moi-même par exemple, nous devons donc tenir compte des éléments suivants. Est-ce que nous percevons bien notre mandat? Est-ce que nous faisons véritablement ce que l'on nous a demandé de faire? Alors, pour dire rapidement, finalement, donc le maintien de la paix par la police, bien sûr, il se rapporte directement aux réalités dans lesquelles vous faites ce travail. Et il y a quand même peu de gens qui souhaitent faire ce travail. Ce n'est pas forcément dans le travail le plus attrayant. Et car nous sommes dans un environnement où nous opérons qui est très volatile.
c'est pas vraiment quelque chose de très confortable, de très agréable, et il y a énormément de défis. Et donc, c'est difficile de de faire face donc à cet environnement volatile. Au Libéria, nous avons vraiment pu donc profiter du travail, de votre travail. Lorsque la présidente Ellen Johnson a donc mis en place son gouvernement, il y avait toutes les forces de police qui avaient été déployées avec donc les différentes instances qui étaient mises en place, en particulier la police. Et au fur et à mesure, nous avons pu mettre en place ce que nous appelons la force de police nationale au Libéria. Ce n'était pas facile au départ, mais actuellement, donc sur le terrain maintenant, ce à quoi se trouvent donc confrontés maintenant les policiers au jour le jour, bon, ça c'est une autre question. Est-ce que l'on a, disons, le matériel et le logiciel pour pouvoir vraiment bien opérer et œuvrer? Et je prends cette analogie donc avec le monde des ordinateurs et de l'informatisation, donc dans le reste de mon exposé. Tous les fabricants, donc que ce soit HP, IBM, etc., donc ils doivent donc également conjuguer leurs efforts, mais toujours après le matériel suit le logiciel. Vous avez besoin du logiciel pour que l'ordinateur puisse fonctionner, pour que l'ordinateur puisse donc vous servir. Les forces de police de maintien de la paix se trouvent justement exactement confrontées à ce défi dans mon pays. C'est-à-dire, vous avez fait un travail excellent, exactement en conformité avec votre mandat. D'ailleurs, on l'a déjà bien dit dans les interventions précédentes. C'est une situation changeante, un environnement changeant. Mais vous-même avez la responsabilité de veiller à ce que les lois créées dans cet environnement soient respectées et que les gens donc puissent vivre dans ces conditions. C'est en cela que consiste votre mandat. Mais les gens dans la rue, à Monrovia, dans d'autres villes, dans les différents comtés que nous avons à travers le pays, et les policiers, eh bien, ils doivent donc faire face à la situation. C'est très difficile. Oui, il faut transférer ces connaissances positives dans la réalité. Et après, vous voyez, bon, parfois le matériel, le hardware n'est pas tout à fait adéquat. On en a parlé hier dans le cas du Libéria. La police n'a pas vraiment ce qu'il faut pour pouvoir bien fonctionner. C'est-à-dire, ils n'ont pas les véhicules. Ils n'ont pas du tout les véhicules pour pouvoir se rendre sur le territoire. Il y en a qui n'ont même pas donc suffisamment d'uniformes. C'est-à-dire qu'après avoir été donc engagés, eh bien, ils vont se retrouver vraiment en situation de faiblesse dans leur engagement. Parce qu'ils sont obligés, par exemple, de se rendre eux-mêmes donc à la laverie pour que l'uniforme soit lavé, pour qu'ils puissent le remettre le lendemain. Voilà, c'est le type de problème auquel on se trouve confronté. En plus, donc, ils doivent dans les pays, dans les situations
post-conflictuels, vous vous trouvez certainement dans des pays où il y a des taux de chômage élevés. Et quand vous avez des taux de chômage élevés, eh bien, vous allez tout de suite avoir donc des comportements incivils, des incivilités, de la délinquance. Alors, la police doit voir à ce moment-là comment agir, comment faire. Et comment est-ce que ces policiers peuvent faire leur travail? C'est une difficulté. Donc, quand on regarde tout cet ensemble de défis auxquels sont confrontés les officiers, les policiers au jour le jour, eh bien, il faut se poser la question suivante. Est-ce que nous avons effectué les investissements adéquats pour le maintien de la paix internationale par la police? Quoi que nous fassions, donc au niveau des forces de police, dans un environnement post-conflit, est-ce que c'est suffisamment durable ce que nous faisons pour que le gouvernement du pays soit capable d'utiliser ce modèle, d'opérer avec cette plateforme et arrive vraiment à établir la paix dans le pays? Est-ce qu'il ne faudrait pas réviser le mandat des Nations Unies, le remettre en cause et toujours donc faire l'analyse par rapport à la réalité? Est-ce que lorsque vous avez affaire donc à ces communautés, il faut essayer de les rassembler et vous devez faire des compromis. Et il y a des changements sur le terrain ensuite, des changements qui interviennent. Et la question est toujours de savoir, donc, est-ce que nous agissons de manière adéquate? Est-ce que, donc, le matériel et le logiciel vont bien ensemble? Est-ce que ça colle bien ensemble? Voilà, ce sont donc les types de défis auxquels nous assistons au Libéria. Il y a d'excellentes formations. On a vu, par exemple, ce que disaient les collègues du Fidji hier, qui sont venus d'ailleurs très rapidement au Libéria, qui ont participé à l'élaboration de cours de curriculum de manière très précoce. Et je salue donc les forces des Fidji qui sont venus donc, et qui ont fait des sacrifices pour nous faire avancer. Ce sont la même chose vaut pour l'Allemagne qui s'est occupée depuis 2004 de la crise dans notre pays et surtout en ce qui concerne les forces de police, bien d'autres pays qui sont venus pour maintenir la sécurité. Donc nous avons vraiment besoin de cet environnement pour être capable de faire tout ce qui reste exigible pour garantir la prospérité, le bien-être de nos populations, pour créer de l'emploi, pour former les gens, pour les instruire, leur donner les compétences d'avenir. Il faut avoir donc ce matériel mis en place. La communauté internationale nous permet donc d'effectuer certaines dépenses. C'est très bien. Il y a des réformes qui se mettent en place. C'est très bien. Ce sont des efforts donc complémentaires par rapport à ce que fait la police. Mais ensuite, lorsque les gens sont arrêtés, eh bien, il doit y avoir des tribunaux, il doit y avoir des jugements, il doit y avoir un système juridique, il doit y avoir des avocats qui puissent intervenir. S'ils sont arrêtés, ils sont dans les prisons. Qu'est-ce qui se passe après? Vous avez donc la police en uniforme qui est mobile, qui doit avoir les moyens de communication, les moyens de transport, et la police doit être en mesure de réduire donc ces agressions, doit être en mesure de contrôler les situations.
Et il faut regarder cela de plus près. Surtout si nous voyons avoir un modèle qui soit durable ensuite pour le gouvernement sur le terrain. Voilà, ce sont là donc les commentaires que je voulais faire vu au départ la situation que nous avons au Libéria, et ceci indépendamment de l'excellent travail qui est fait par vous tous. Mais ensuite, il faut voir bien sûr quelles sont les limites du mandat. Mais nous devons cependant accorder davantage de ressources pour faire face à cet environnement changeant de manière à avoir donc le matériel, parce que le matériel sera là et ensuite ce sera le logiciel qui arrivera. Donc, vous voulez avoir un bon retour sur investissement par rapport avec ce que vous avez fait. Et c'est tout cela qu'il faut faire de manière à ce que les partenaires qui donc assurent tous les partenaires qui ont participé, qui ont investi dans ces opérations puissent en tirer ensuite le profit espéré. Et encore une fois, tous nos remerciements d'avoir organisé cette réunion et de nous donner la possibilité de participer. Merci. Merci beaucoup à tous les intervenants. C'était vraiment une matinée très intéressante. Bien sûr, nous avons du retard, mais je prends quand même un petit peu sur la pause café pour avoir vos commentaires. Et je voulais juste faire quelques commentaires également, donc quelque chose que j'ai retenu moi-même. Je commence sur ce qu'a été dit le commissaire Giga, l'élément magique donc de la présence des femmes. Et soyez bien sûr, je ne l'ai pas payé pour qu'il dise cela, c'était de son propre chef. Mais on a parlé aussi de la transformation, le passage de forces militaires aux forces de police. Ça, c'est vraiment donc le combat à mener, car on trouve encore que s'il y a une orientation militaire très forte, et donc je ne veux pas laisser passer l'occasion. Tous ceux qui me connaissent savent que je cite toujours des exemples. Et pour ma part, je n'emploie pas le terme de force de police, mais de service de police. C'est une question donc d'esprit. Si on dit force de police, eh bien, ça fait une différence. C'est autre chose de parler, de travailler pour un service de police. Et donc, vous savez que nous fournissons des services. Nous n'utilisons pas la force. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui illustre bien donc l'état d'esprit, à mon avis. Et puis la question des uniformes, on a parlé des uniformes. Eh bien, je sais que ça aussi donc c'est très important. Je pense que nous devons être visibles, nous ne devons pas nous cacher. Donc c'est normal de porter ces uniformes. Et puis, en ce qui concerne les différentes compétences, eh bien, je crois que nous voulons maintenant avoir des missions où on nous dise à l'avance quelles sont les compétences exigées. Donc, la mission permanente devrait, à New York, devrait envisager 6 mois d'avance donc pour effectuer la sélection des policiers. À part cela, donc, je voulais naturellement prendre vos questions avant la pause café. Je voudrais remercier rapidement le gouvernement allemand d'avoir accueilli cette conférence, ainsi que les Nations Unies, et surtout le programme de développement des Nations Unies qui nous a aidés donc à restructurer et à réformer le système de sécurité en Tunisie. Ce matin, j'ai écouté les différentes interventions, ce que disaient M. Wofi et M. Yiga, et je sais que
on demande d'augmenter le nombre de policiers dans les missions des Nations Unies, et spécifiquement en Afrique. Et pour ma part, pour ce que j'ai remarqué dans mon pays, c'est de dire que vraiment, pour un policier, pour être recruté aux Nations Unies, la première chose, c'est la langue, l'anglais, parler l'anglais. Et je dis, il y a certains pays qui sont francophones, mais si on prend la République du Congo, bon, ce sont des pays où il y a le français comme langue du pays. Pourquoi imposer l'anglais? En Tunisie, par exemple, français, c'est vraiment la deuxième langue parlée par les gens. La plupart des policiers parlent le français. Et je crois que dans certaines missions, ce n'est pas indispensable d'avoir l'anglais. Ce n'est pas indispensable que ce soit la condition indispensable, justement, que ce soit la condition préalable. Et normalement, on pourrait avoir donc la possibilité de sélectionner les candidats sur une autre base. En d'autres termes, je pense que pour certaines missions, on pourrait donner la priorité aux Français, à la langue française et donc aux francophones et aux policiers francophones. Merci. Je voudrais remercier le délégué tunisien pour sa question et lui donner la réponse en ce qui concerne le déploiement des officiers de police dans la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. C'est une mission qui est francophone et nous n'avons aucun problème pour recevoir des officiers francophones. La grande majorité de nos officiers sont francophones. Naturellement, c'est vrai. Comme je le dis souvent, pour nous, le premier choix d'un officier, c'est un officier bilingue de préférence. C'est-à-dire qui parle aussi bien le français que l'anglais. Mais personnellement, en tant que police commissioner, j'ai reçu des officiers uniquement francophones. Ils ont fait un excellent travail. J'ai reçu des officiers bilingues. Ils ont fait un très bon travail. Mais j'ai reçu aussi des officiers anglophones. J'ai réussi à les utiliser à bon escient en fonction de leur performance pour les placer dans des sections où on peut travailler en tant que UNPOL en n'utilisant que l'anglais. Cela aussi est une question de leadership, de savoir utiliser toutes les ressources disponibles en fonction des spécificités de chacun et de pouvoir amener les uns et les autres à former une équipe tout en ayant une performance remarquable. Et donc, je serai très heureux en tant que chef de la police des Nations Unies en République démocratique du Congo de recevoir des officiers tunisiens. Nous sommes disponibles. Je vous remercie. Thank you. And I can assure you that we are trying to get. Et merci. Et je peux vous assurer que nous essayons aussi d'avoir des francophones. La priorité n'est pas l'anglais, c'est aussi le français, mais c'est vraiment pas facile. Il y a certaines missions où il faut avoir l'arabe comme langue. C'est aussi encore plus difficile, mais je peux vous dire que nous le faisons et que je fais beaucoup d'efforts justement pour faire participer plus de francophones aux missions. Avez-vous d'autres questions? Je vois quelqu'un au fond de la salle qui lève la main. Is it me? Francis from Zambia. Francis de Zambia. Je voudrais rebondir sur ce qu'ont dit les deux commissaires concernant la mission au Sud-Soudan et la mission en RDC. Nous avons entendu dire par M. Stéphane que lorsqu'il était au Kosovo, la réussite a été permise parce qu'il a été capable de créer une police au Kosovo à partir de zéro, quand l'autre police avait dû disparaître. Eh bien, je peux dire que pour ces deux pays, le Sud-Soudan et la République démocratique du Congo, je
c'est évidemment qu'il est prévu que ce soit le cas aussi, c'est-à-dire qu'on crée des structures policières, mais je voudrais savoir si vous avez fait des progrès et si on a avancé dans ce domaine. Merci. Et donc d'abord, je vais enregistrer plusieurs questions avant qu'on puisse répondre. Ma question s'adresse au commissaire Yega. Vous avez vraiment dépeint un tableau pessimiste de la situation, assez désolant au Sud-Soudan. Mais pour cette question de catalyseur, je voudrais savoir si... Enfin, je vais dire ce que je veux dire vraiment. Je m'explique. La police n'est pas armée. Donc, ils ne peuvent pas réagir à des situations où ils ont besoin d'une arme. Donc, dès qu'il y a une telle situation, la police est obligée de se retirer. Alors, est-ce que les militaires, malgré le mandat qu'ils ont, est-ce qu'ils ont la possibilité, eux, d'agir dans ces situations? Est-ce qu'ils peuvent remplacer la police, là? Parce qu'on est restreint souvent par le mandat des Nations Unies. Autrement, je ne vois vraiment pas d'espoir dans une situation où un groupe de personnes attaquerait une communauté, tuant les hommes et enlevant certains, ce serait véritablement terrible. Voilà pourquoi je voudrais savoir si le mandat que les Nations Unies ont donné peut permettre de résoudre ce genre de position, parce qu'il faudrait arrêter certains de ces terroristes ou même dans la tentative de les arrêter, il peut y avoir aussi des morts. Merci. La question maintenant au fond de la salle. Je m'appelle Patrick de la police australienne et je voudrais également féliciter les Nations Unies et le gouvernement allemand pour avoir organisé cette conférence et les remercier. Et nous sommes dans un état de développement. Nous envoyons maintenant, après le conflit, des mentions de maintien de la paix. On a donc, par exemple, beaucoup d'attention internationale s'est portée sur le Darfour. Nous avons donc des colonnes en attente pour le Darfour. Nous avons donc ces contraintes, mais on parle de missions qui manquent de personnel, comme MONUSCO ou au Sud-Soudan, MONUSCO en République du Congo. Alors, nous avons des spécialistes, nous avons 101 femmes policières qui sont en attente, qui sont très qualifiées pour résoudre les questions de protection des femmes qui ont été abusées sexuellement, etc. Alors, je voudrais savoir comment ces femmes dont on aurait vraiment besoin dans des zones comme la République du Congo, dans des régions où il y a si souvent des viols et de la violence, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ces femmes qui sont en attente, ces forces en attente? Merci. Oui, une question ici. Je viens de Chine. La délégation chinoise également voudrait se joindre à ses collègues pour remercier les Nations Unies de réunir cette conférence et pour remercier également le gouvernement allemand pour son hospitalité et l'organisation de la conférence. C'est une réunion très belle, de très belle qualité, avec de très bonne hospitalité. Je voudrais parler de 2 missions au Libéria et au Sud-Soudan, parce que là, nous avons un contingent de police chinoise dans ces 2 missions. Un des problèmes soulevés, c'est la présence de femmes dans la police, parce que nous n'avons pas du tout dans notre mission de policières, de femmes policiers. Mais ce n'est pas parce que nous ne voulons pas envoyer des femmes policiers, parce que c'est simplement, nous n'avons aucun problème concernant l'égalité des genres ou la possibilité de donner des occasions de promotion aux femmes, mais c'est parce que les décideurs pensent plutôt à la sécurité de telles femmes quand elles seraient dans une zone
de mission, les conditions de vie étant très dures, avec des menaces, avec des grandes difficultés auxquelles pourraient se trouver confrontées les femmes, qui peut-être seraient plus dures pour elles que pour des hommes. Donc, mais je crois qu'un des grands problèmes que nous rencontrons, c'est lorsqu'il y a un changement du contingent, on ne les envoie pas pour une très longue mission. Lorsqu'ils sont arrivés, il leur a fallu beaucoup de temps avant de trouver des logements et ils ne savent pas où se loger, où trouver des repas et trouver leurs moyens de travail. Donc, c'est ça la grande difficulté dans ces missions que nous avons en ce moment. Et c'est donc un problème très important aussi pour les femmes policières quand elles arrivent. Donc, il faudrait que avec les Nations Unies et le pays hôte, on définisse des solutions, on trouve des solutions pour améliorer le logement et les solutions d'accueil et d'hébergement pour ces policiers femmes ou femmes policiers, pour que l'on crée par exemple des campements sécurisés avec une zone sécurisée permettant donc de les loger ou leur trouver en tout cas des logements et des hébergements temporaires à leur arrivée. Cela faciliterait la participation de femmes policiers dans les missions de maintien de la paix. Merci. Encore une intervention ici. Oui, merci beaucoup aussi pour l'organisation de cette conférence. Bonjour à tous. Je m'appelle Medio Kucho, je viens du Togo. Je voudrais parler français, si vous le permettez. Mais bon, je continue quand même en anglais. Ma question s'adresse à tous les membres du panel. Depuis hier, nous avons de cesse mentionné la participation des femmes aux missions des Nations Unies. Je mesure, pour ma part, l'engagement des femmes pour la paix dans le monde, et je l'encourage d'ailleurs. Mais ma question, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est une réflexion? Je voudrais qu'on ne déshabille pas pour habiller Pierre. J'étais récemment au Darfour et nous avions eu, dans une condition brutale, la mort d'une police advisor libérienne, sierra-léonaine, Aïcha, du nom de Aïcha, si j'ai bonne mémoire. Cette mort-là a rendu une certaine tristesse dans la mission, non seulement dans la mission, mais auprès des IDPs durant toute une semaine, et même plus. Ça a été tellement choquant que vraiment, en pensant à l'engagement des femmes aux côtés des hommes pour la paix dans le monde, il va falloir analyser aussi un certain nombre de risques que les femmes courent quand nous savons que sur ces terrains-là, c'est des terrains difficiles et qu'il y a plusieurs diversités de missions que des gens peuvent accomplir et que les femmes aussi peuvent accomplir. Et quand nous savons que depuis jusqu'à présent, les morts dans les missions, on ne le souhaite pas, mais ça vient toujours. Et que les femmes aussi, quand il va falloir arriver à 50%, 50% peut-être de gender representation, et les femmes vont courir encore plus de risques qu'elles n'encourent aujourd'hui. Et si nous avons identifié la présence et l'intérêt des femmes aux côtés des hommes pour la conquête de la paix dans le monde, est-ce que nous pensons déjà à la garantie que nous pourrons donner à ces femmes-là pour continuer de s'investir davantage dans la mesure où nous avons aussi identifié que la participation de certains des États membres ou bien la participation des États membres n'est pas suffisante pour l'engagement pour ces missions. Et
aussi la représentation des femmes aujourd'hui dans ces missions n'est pas aussi suffisante. Et alors que la mission des femmes, l'intérêt que ça regorge est très importante pour la réussite de nos missions. Alors, qu'est-ce que nous pensons pour garantir ces femmes-là, pour les encourager à continuer de s'investir davantage, à affronter les risques, quand on sait que pour la paix, la présence des peacekeepers constitue une garantie psychologique pour les victimes des conflits et que normalement la présence des hommes aux côtés des femmes pour les protéger devait constituer une garantie psychologique pour les femmes. Voilà ma contribution. Merci beaucoup. I think I will turn to the panel for some answers. Thank you, Anne-Marie. Je vais répondre en français et mon collègue Yiga va répondre en anglais pour mettre à l'aise tout le monde. Je voudrais, en ce qui concerne l'intervention d'un de nos collègues, pour la disponibilité du personnel féminin, particulièrement ceux qui ont des capacités dans la lutte contre les violences faites aux femmes, en ce qui concerne la République démocratique du Congo. C'est vrai, malheureusement, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, détient le triste record mondial des violences faites contre les femmes, parce que cette forme de violence est devenue une arme de guerre pour déplacer des populations, pour intimider des populations, pour des raisons certainement économiques, des régions qui sont riches en minerais, des régions qui sont riches en agriculture. Toutes les attaques qui sont faites sont systématiquement dirigées contre les femmes et les enfants. Et dans ces conditions-là, naturellement, dans le cadre de notre mandat, je rappelle que la première priorité de notre mandat donné par le Conseil de sécurité, c'est de protéger les populations civiles. Et dans les populations civiles les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les enfants. Et naturellement, vous comprendrez que dans le cadre de notre stratégie de lutte contre les violences sexuelles, nous avons besoin de femmes déterminées, compétentes, capables de mettre en œuvre aussi bien dans le cadre de la formation des unités spécialisées que nous déployons dans ces zones avec l'aide de la communauté internationale, dans le cadre du plan de stabilisation de l'Est du Congo, de Kivu, nous avons besoin d'avoir des gens avec une certaine expertise. C'est pour cela que hier, à l'issue de l'intervention de nos amis norvégiens, j'ai émis le souhait de pouvoir disposer d'une équipe identique à celle qui a été mise en place dans la MINUSTAH. Donc, nous sommes totalement disposés à recevoir ces personnels. Encore une fois, je souligne, même si elles n'ont que des capacités anglophones, nous avons la possibilité de les utiliser. Une autre question concernant la présence des femmes, la vulnérabilité des femmes. Il faudrait savoir qu'au niveau du DPKO, en général, il y a des procédures qui sont mises en place, particulièrement des mesures de sécurité propres au personnel féminin. Et je rappelle que ces mesures permettent valablement de protéger les personnels féminins. Au niveau de UNDSS, au niveau de la sécurité, il y a des dispositions particulières qui sont mises en place. Par exemple, lorsque des femmes travaillent de nuit, quittent les bureaux le soir, on a l'obligation de les raccompagner et de s'assurer de leur sécurité. Donc la présence des femmes, elle ne court pas plus de risques que les hommes dans les missions. Et personnellement, depuis 3 ans que j'ai l'honneur de diriger la police des Nations Unies en République démocratique du Congo, je n'ai jamais eu à observer une quelconque faille dans ce système-là. Enfin, dernière question à laquelle je souhaiterais répondre, en ce qui concerne particulièrement le rôle, la plus-value des personnels féminins, vous comprenez, de mon point de vue en tant qu'homme du terrain, ce n'est pas seulement l'objectif de 20%, ce n'est pas seulement une vision politiquement correcte. Non, la présence des femmes est une valeur ajoutée. Moi, je vis aujourd'hui en République démocratique du Congo, quand mes équipes vont sur le terrain, dans le cadre de notre mandat de protection, les femmes qui sont victimes de ce viol, et Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses, se confient volontiers plus à des femmes policières qu'à des hommes policiers.
des enfants qui sont victimes de maltraitance dans ces zones se confient plus volontiers à des femmes qu'à des hommes. Alors, pour nous permettre effectivement de protéger ces populations, nous avons besoin de mettre en avant ces personnels féminins pour pouvoir faire la phase d'investigation, les phases d'audition, mais aussi pour réconforter ces victimes. Parce que lorsque vous arrivez dans certaines zones de conflit et que vous voyez des femmes victimes de ces violences sexuelles ou des enfants, souvent des enfants en bas âge, victimes de ces violences, le seul réconfort, le seul remède de pouvoir leur parler, de leur apporter du réconfort, fait la différence. Et naturellement, nous avons pour mission après, comme on dit en anglais, to bring the perpetrators to justice. Mais ça, c'est une autre phase. Mais en attendant, nous avons besoin d'avoir ces personnels féminins. Donc ce n'est pas une mode, ce n'est pas quelque chose de politiquement correct, c'est une nécessité dans le cadre de l'exécution de notre mandat. Et ces femmes, la plupart des femmes qui viennent, je dois l'avouer, font preuve d'un courage extraordinaire et n'ont pas de problème pour être déployées, y compris dans des zones vraiment de conflit. Particulièrement, récemment, nous avons ouvert un secteur UNPOL dans une région dans le Bazuélé, à Dungu, qui est l'avant-poste contre la lutte contre la LRA, qui, comme vous le savez, est une organisation terroriste qui a fait beaucoup de victimes dans ces zones. Eh bien, le volontaire que nous avons reçu est une femme policière qui dirige ce secteur et qui a apporté un soutien apprécié à Interpol dans le cadre du transport des ADN des éléphants qui ont été massacrés dans cette zone-là pour les transporter jusqu'à Kinshasa, pour lesquels nous avons reçu les félicitations de Interpol. Donc je veux dire, ces femmes font un travail extraordinaire et c'est pour cela que nous plaidons aujourd'hui, que nous saisissons ce forum pour sensibiliser les pays contributeurs, pour sensibiliser les États membres sur la nécessité d'avoir du personnel féminin dans ces missions-là, parce que notre mandat l'exige, parce que l'exécution de notre mandat exige, parce que le travail que nous faisons au quotidien l'exige. Et pour répondre finalement à un des collègues qui a posé la question en ce qui concerne les succès que nous enregistrons dans les missions de maintien de la paix, oui, je peux vous dire, en République démocratique du Congo, nous avons, je ne vais pas rentrer dans les détails, et de la façon la plus humble, je vais vous dire qu'aujourd'hui, la police des Nations Unies fait un excellent travail qui est salué par la communauté internationale, par les partenaires, par la police européenne EUPOL, par le leadership de la mission. Et les Congolais, en l'état actuel des choses, n'imaginent pas la poursuite du processus de réforme de la police locale sans la présence du UNPOL. Nous jouons un rôle crucial à ce moment précis et hautement apprécié. Et pour tout dire, je vais quitter cet après-midi et je m'en excuse par avance parce que, comme vous le savez, il va y avoir le sommet de la francophonie à Kinshasa avec l'arrivée du président français et d'autres chefs d'État pour y prendre part. Et la police des Nations Unies, là aussi, appuie, comme c'est notre mandat, la police locale dans le cadre de la sécurisation de ce sommet-là pour pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens pendant cette période. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Iga pour répondre en anglais aux autres préoccupations. Je vous remercie. Thank you, Commissioner. Yeah. Yes, I'm responding on two issues. Oui, je réponds à deux questions en fait. D'abord, vous avez dit que j'ai dépeint un tableau assez sinistre de la réalité au Sud-Soudan. Je suis désolée, c'est la réalité. Je ne peux pas peindre les choses plus roses qu'elles ne sont. Mais les policiers au Sud-Soudan n'ont pas ce pouvoir exécutif. Donc, on doit évidemment garantir leur protection tout le temps. Si la situation s'empire, notre première priorité, c'est que nos policiers soient protégés. Et pour les protéger, il y a une aile militaire. La partie militaire de leur mission fonctionne avec la coopération de l'armée nationale. Mais nous ne sommes pas complètement dociles. Nous sommes véritablement entre les camps et nous aidons aussi au développement pour la formation de forces de police auxiliaires. Ce sont des forces qui seront déployées
partout où le conflit s'est apaisé. Donc, nous formons ces forces auxiliaires. Nous formons le programme, nous préparons les cours de formation et nous garantissons qu'ils ont aussi tout le matériel nécessaire, etc. Et voilà ce que nous faisons et nous espérons que les forces auxiliaires pourront donc faire un bon travail et éduquer également les policiers pour le harcèlement et le vol de bétail également. Alors, le succès, il est là au Sud-Soudan. Nous avons maintenant un accord avec le gouvernement et avec l'administration de police du Sud-Soudan sur une coopération. Il faut simplement que nous mettions en place les mécanismes pour la gestion des services de police. Nous avons terminer l'enregistrement de toutes les forces, parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des gens qui viennent de partout. Donc, il faut vraiment que nous sachions qui vient d'où, qui fait quoi, qui peut-on former, qui ne peut-on pas former. Et pour l'instant, donc, nous avons fait cette première phase d'enregistrement et je crois que maintenant, nous savons exactement qui fait partie de la police au Sud-Soudan et qui ne l'en fait pas partie. Nous avons également établi les structures de commandement avec les structures de rapport. Nous avons fait la formation du leadership et nous faisons la formation de ceux qui sont les responsables, parce que nous pensons que si les responsables savent exactement et comprennent ce que nous faisons, cela peut être transmis aussi à tout le service de police. Nous avons donc des règlements qui sont déjà mis en place. Nous aidons à la formation d'unités très importantes comme la police des frontières, la police diplomatique, etc., etc. Donc, il y a énormément de coopération entre UNMISS et UNFOR. Et peut-être pour répondre à la question posée par notre collègue chinois, je laisserai la parole à Anne-Marie. Oui. Eh bien, je crois que maintenant, on a complètement raté la pause café. Alors voilà ce que je voudrais vous proposer ceci. Il y a certaines questions auxquelles on n'a pas encore répondu, mais je peux évidemment vous dire que vous pouvez me poser la question directement. Et si vous n'avez pas pu obtenir une réponse à votre question, écrivez votre question. Mettez-la sur un bout de papier, nous essaierons pendant la journée de revenir à ces questions. Et puis, on m'a dit de vous dire qu'il y a une liste qui est en train de circuler et on vous demande d'inscrire votre adresse email si vous voulez être certain de recevoir toute la teneur de cette conférence et toutes les présentations. Il faudrait essayer de faire une pause café seulement de 15 minutes. Essayez de vous limiter à 15 minutes pour qu'on commence la session suivante avec pas trop de retard. Merci.